Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis là avec l'ami Ker. Salut à toi mon cher Ker. Salut à toi mon cher Greg et bonjour à tous. Juste avant d'enregistrer, j'ai dit à Ker, oh, un petit peu d'énergie, vous sentez, qu'est-ce que c'est que Ker qui se donne à 103%. Du coup, on est là pour parler des deux derniers épisodes. Je veux retrouver Grogu. Mais bravo à toi. Et du coup, on se retrouve pour parler des deux derniers épisodes diffusés de Mandalorian, cette saison 2. Eh bien, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais laisser Ker donner son avis sur le premier de ces deux épisodes et je donnerai le mien, puis il fera sur le dernier et je ferai la suite. Alors, mon cher Ker, qu'est-ce que tu as pensé de ce avant-dernier chapitre de la saison? Voilà, l'épisode 6 de la saison 2 ou le chapitre 14 qui s'appelle The Tragedy, qui n'était pas une référence à un groupe de chansons françaises, mais qui portait très bien son nom, puisque cet épisode a été une vraie tragédie, un véritable ascenseur émotionnel. Alors pas tragédie dans le sens de la qualité, mais dans le sens de ils ont pris Grogu et ça franchement on n'était pas content. Pas content. Voilà, un épisode qui... Il est étrange en fait cet épisode, parce que en fait il offre aux fans de Star Wars un truc qu'ils attendaient depuis 37 ans, c'est-à-dire Boba Fett. Et on a vraiment Boba Fett qui revient. Alors au début il a pas son armure, donc on se dit bon mais c'est un papy, il a un bâton, qu'est-ce qu'il va faire et en fait avec le bâton il fait des trucs de ouf où tu te dis mais en fait Boba Fett n'a point besoin d'armure. Et quand il récupère son armure, et en fait, on se rend compte qu'il fait des trucs de ouf aussi et qu'il a besoin en effet de son armure et que c'est tout aussi bien avec son armure. On revoit le personnage de Phoenix, si je dis pas de bêtises, elle s'appelle comme ça, Fennec, pardon, interprété par Ming-Na Wen. Ouais, Fennec, voilà. Qu'on avait vu dans la saison 1 et qui est une actrice notamment d'urgence et une actrice de Agent of Shield. Et on voit d'autres personnages qui commencent à être vraiment récurrents, notamment Cara Dune, qui est d'ailleurs séparé de Carl Weathers maintenant. Alors Carl Weathers c'est l'acteur, j'oublie à chaque fois le nom de son personnage. Et là on a un épisode... C'est... Voilà, c'est... Mais non, pas du tout. Les deux personnages étaient souvent ensemble. Alors, Cara Dune, on l'a découvert la première fois dans l'épisode des 7 samouraïs. Mais enfin, bref, revenons sur l'épisode. Donc, on a Boba Fett. Et on a vraiment un épisode qui est étrange. Parce que il y a un truc qui me... Dans la série, en fait, quand ils intègrent un nouveau personnage, et ils le font souvent, jusqu'à présent, et jusqu'à l'arrivée d'Ahsoka, en fait, on avait le nouveau personnage qui nous donnait envie de le revoir, Cobb Vanth, Bo-Katan, etc., ou même Cara Dune dans la saison 1. Mais par contre, Mando, c'était le patron. Et à chaque fois, Mando sortait tout le monde de la situation, etc. Et dans l'épisode sur Ahsoka, donc l'épisode d'avant, j'avais dit que Mando était en retrait, et notamment dans la bataille finale, où il garde la porte, ce qui donne une scène d'ailleurs qui était très réussie. Et là, pour le coup, dans cet épisode The Tragedy, eh ben, alors c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé, hein. Je le précise parce que sinon on va dire qu'on défend c'est encore Mandalorian, ce qui n'est pas le cas parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on adore. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé Mando vraiment nul. Et c'est la première fois dans la série où je le trouve nul. Déjà, il y a un truc qui m'a embêté, c'est on fait un... quand ils sont armés avec Boba, Boba dit je pose mon arme, et Mando, lui, il pose son jetpack. Ah bon? Donc, pourquoi pas enlever son pantalon aussi? Enfin bon, bref. Et le truc du jetpack, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que en fait, Mando passe son temps à courir sur la montagne pour aller voir Grogu, qui est en train de méditer, ou qui est en train de communiquer via Wi-Fi avec un Jedi dans l'autre bout de la galaxie. Et on sait pas. C'est Et via il la passe son temps à 5G. faire des allers-retours. C'est juste que t'es Voilà. pas habitué à la 5G parce qu'il n'y a pas les antennes de Oui. par chez toi, mais nous qui sommes à Paris et qui voyons un peu de 5G, c'est Oui. pareil, hein. T'as le halo bleu et tu flottes comme ça dès que tu commences à avoir la pleine connexion. Mais bon, je t'explique pour toi qui est en Ouais, province. non, mais il faut. Et le truc, c'est que, en fait, alors déjà, bon, qu'il pose le jetpack au début, bon, soit, c'est déjà limite. Mais qu'il le récupère pas, surtout. Mais en fait, c'est à cause de lui que les méchants,
pas gentil, ils prennent Grogu. Et ça, c'est vraiment pas gentil. Et j'ai trouvé que Mando, dans cet épisode, était nul. Alors, à un moment donné, il intervient pour aider Fennec, et non pas Phoenix, parce qu'il y en a qui l'appellent Phoenix, c'est lamentable. Le truc, c'est que après, Boba arrive et il met une misère à tous les Stormtroopers. Alors quand il shoot le vaisseau avec sa réplique, j'ai visé l'autre, c'était très drôle. Mais là, pour le coup, Mando est très effacé. Et dans la construction de l'épisode, je l'ai trouvé bien construit et en même temps pas bien, pas bien construit. Pourquoi? Quand il y a le climax, pour moi, c'est le moment où les Ghost Dark Troopers, Trooper. les Shadow Troopers, les Dark Troopers, vous les appelez Troopers comme vous voulez, arrivent. Alors déjà, ils nous étaient teasés dans un épisode avant. Quand ils arrivent, moi j'ai vu des boîtes de conserve pas extrêmement impressionnantes, mais en tout cas, ils prennent Yoda et ils s'envolent. Et là, toi, t'es là. Non, c'est pas possible. Ça m'a fait le même effet, tu sais, que dans La Guerre des Mondes, quand la fille de Tom Cruise se fait enlever par le monstre. Spoil. Enfin, le robot. Ouais, La Guerre des Mondes est sortie il y a 20 ans, c'est bon, vous avez eu le temps de le voir. Cette scène-là m'avait beaucoup marqué, où j'étais resté impuissant comme Tom Cruise en me disant mais c'est horrible ce qui vient de se passer. Et là, ça me fait un peu ça m'a fait un peu le même effet, sauf qu'en fait l'épisode ne s'arrête pas. Et il aurait dû s'arrêter parce que derrière, on a un sentiment. Moi, j'ai eu un sentiment un peu bizarre où, en fait, pour le coup, je trouve que Mando, on la sent pas vraiment, on le sent pas vraiment son désarroi, la douleur qu'il a à perdre Grogu aussi subitement. Mais on le sent qu'il est quand même choqué puisque c'est Boba qui dit non, mais on va aller le récupérer. De toute façon, on a une dette, etc. On va aller le récupérer. Et puis il y a cette scène bien évidemment où il prend le petit jouet de Grogu dans les mains qui est hyper triste aussi. Et ça aurait dû s'arrêter là si ça s'arrêtait pas avant. C'est là que ça s'arrêtait. Et en fait non. Et l'épisode continue avec une scène qui est géniale hein, et que je regrette pas du tout d'avoir vue avec, avec Grogu qui met une misère en Stormtrooper. Mais dans le côté tragique, je pense que l'épisode aurait pu être construit de manière un peu différente. Et je pense que s'ils l'ont fait comme ça, c'est aussi pour nous, pour pas trop nous frustrer, pour pas que on reste sur l'idée de oh, mais ils ont kidnappé Grogu, mais là on va avoir le seum total pendant une semaine. Et du coup, ça a été atténué un petit peu cet aspect-là. Mais globalement, j'ai trouvé que c'était un épisode qui était vraiment réussi. Et puis alors, dans cet épisode, il y a deux tragédies, il faut le dire. Il y a le kidnapping de Grogu, mais bon, c'est Grogu leur met la misère, donc tant pis pour eux. Et puis il y a surtout, moi ça m'a vraiment fait mal au cœur, mais le Razor Crest qui est explosé. Oh, j'étais là, mais non, les mecs, il y a le vaisseau tout pourrave de Boba Fett à côté, tapez dessus. Non, mais non, c'est le Razor Crest qui détruise. Et du coup, j'ai pensé à Lego qui ont sorti le Razor Crest en Lego. Mais du coup, ils vont perdre des ventes. Enfin, mais bon, ça c'est une autre question. À toi, t'en as pensé quoi de cet épisode? Alors moi, je suis globalement d'accord avec ce que tu dis, ce que tu as dit. En fait, l'épisode, il est bien construit, mais pas bien construit. Ce qui est vraiment le résumé d'une critique acerbe et juste comme celle que on vous avait teasé en début de vidéo. Vous avez dit une vidéo de presque qualité, on est pile dessus. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que il y a plein de choses qui sont hyper plaisantes là-dedans. Il y a le retour de Boba Fett, mais derrière, on se dit, mais il était mort. Il y a le fait qu'il y a ce plan, si tu peux mettre Fennec et Boba Fett avec Mandalorian, il y a ce moment où on a vraiment l'impression d'être dans une série complètement là pour être vraiment du fan service gratos, parce qu'on a Boba Fett qui est le fan's favorite, le fait que c'est juste parce que son armure était une armure de Mandalorian qui fait que les Mandalorians ont eu autant de popularité à la base sur l'univers Star Wars. Il y a Fennec qui est joué par Ming-Na Wen qui est très 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 aimé dans l'univers très étendu Marvel, parce que c'est l'agent Linda May, si je me trompe pas, si j'écorche pas son nom, mais Linda May, pardon, excusez-moi, dans Agent of Shield, et elle est super importante dans Agent of Shield. C'est aussi une princesse Disney, hein, parce que c'était elle la voix de Mulan du dessin animé en anglais. Donc on a vraiment un fan service total dans cette image.
Et on a vraiment cet univers, méga univers Disney qui est en train de se ficeler. Il y a le fait que de réintégrer vraiment du Boba Fett, c'est vraiment avoir la sensation qu'il y a ce travail en profondeur que fait Dave Filoni d'essayer de rééduquer et de renouer des liens avec la prélogie. Et puis il y a aussi beaucoup de personnes qui aiment énormément la prélogie parce que tout simplement ils étaient enfants quand c'est apparu et du coup pour eux c'est ça leur Star Wars à eux, et cette génération est en train d'arriver, et du coup il y a tout ça qui est hyper plaisant. Il y a ce côté mystique que même Star Wars, les films n'ont pas toujours. Il y a pas dans Star Wars, il n'y a pas cet hôtel sacré où d'un seul coup la force est visible et il va y avoir un appel. Luke dans les derniers films, dans 8 et 9, il est sur un temple, il n'y a rien de particulièrement magique qui s'y passe dans ce temple, qui est en rapport avec vraiment le côté plus religieux et magique que la force peut avoir. Et en fait, donc tout ça c'est là, tout ça c'est présent, mais d'un point de vue construction, l'épisode, il est tellement con. J'ai pas d'autres mots parce que y a le jetpack, comme tu l'as dit, Kerr, en fait tu le retiens. Et il y a un moment, je me suis demandé si Mando allait pas s'arrêter en disant « Oh, c'est haut quand même, hein !» J'ai couru tout l'épisode. Je me suis même demandé s'ils avaient pas fait un épisode de 30 minutes juste parce que Pedro Pascal en avait marre de courir en faisant haut, bas, haut, bas. Et puis, vous pourrez remarquer qu'il monte et qu'il descend à 40 reprises cette montagne. Mais aussi, il met les mains comme ça dans le champ de force. Il se fait éjecter, il tombe dans les vapes. Il se réveille. Il remet les mains dedans, et de nouveau il est dans les vapes. Et qu'est-ce qu'il fait la troisième fois? Il se réveille et il met les mains, mais ça le repousse un peu moins loin, donc il n'est pas dans les vapes, donc il peut parler pour la fin de l'épisode. C'est complètement... c'est vraiment un peu couillon. Et donc du coup, oui, ça permet d'avoir Boba Fett qui va aller frapper avec le gourdin le moins équilibré de la Terre. Enfin, franchement, ce gourdin qui fait un bruit, on a l'impression vraiment qu'il les tape avec une baramine, et qui est complètement bizarre. On a l'impression que c'est un instrument de musique australien. Et donc, c'est vraiment étrange la construction de l'épisode. Effectivement, moi j'avais des théories sur ces Dark Troopers qui avaient été teasés l'épisode d'avant, sur le fait que c'était sans doute des expériences génétiques de mi-troopers spéciales, mi-clones de la Force, en plus que ça aurait fait un lien avec les expériences de clonage de l'Empereur. Au final, c'est l'avenir, mais qui est moins visiblement dans l'avenir que les Terminator 1000. Ils ont quand même moins la classe que même le premier film Terminator. Alors les T-1000, ils leur mettent mais 100-0. Et le truc, c'est que moi, il y a un élément qui m'a presque fait marrer, c'est qu'à chaque fois, dans Mandalorian, il y a ce côté « Oh là là, de nulle part est arrivé le truc qui va les sauver ». Chaque épisode, vous pouvez voir, à chaque épisode, il y a un truc qui vient sauver Mandalorian. Et au final, eh bien là, c'est pas le cas. Et du coup, Grogu est kidnappé. Merci, ciao. Vous aviez dit que vous n'en vouliez plus des interventions divines qui sont là pour sauver le moment. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ça vous plaît pas. Et du coup... les aigles du Seigneur des Anneaux, là, ils auraient été utiles. Mais oui, et puis... Ils sont jamais là quand il faut, ceux-là. Ouais. Ou alors ils sont là tout le temps. Faut voir ça. Mais le truc, c'est que vraiment, cet épisode, il est hyper plaisant parce qu'il y a plein de trucs chouettes, mais il est hyper pas plaisant parce qu'on se dit, voilà. Mais là où je pense que il y aura quand même une intervention divine, c'est que, certes, aucun Jedi n'est venu parce qu'en même temps, ils sont pas là pour se téléporter du soir au lendemain, mais vous inquiétez pas, je pense que dans le dernier épisode, il y aura effectivement un Jedi qui va se pointer parce qu'il a répondu à l'appel. Donc, c'est vraiment un épisode qui, par moment, en est vraiment à la limite du ridicule sur cette histoire de on monte la montagne et on redescend la montagne. Ah non, mais moi, j'ai fait Boy Scout 3e dan quand j'étais petit. Hein. Moi, j'adore monter dans la pampa. Et le jetpack, c'est vraiment pour les Mandaloriens de premier niveau. Et donc... Il s'est jamais dit sur le chemin « Ah, si j'ai ramassé mon jetpack ?»
Et ça irait vachement plus vite. Faisons un détour de 5 minutes qui nous fera gagner 20 minutes. C'est vraiment étonnant. Mais du coup, on a ce moment de la fin de Boba Fett qui met la misère. Cette petite blague de film d'action américain. J'avais visé l'autre. Et donc, voilà, tout ça, ça reste chouette. Mais vraiment, un épisode qui est vraiment pas mon préféré. Je pense que vous l'aurez senti. Mais par contre, l'épisode d'après, qui lui, pour le coup, je trouve qu'il ramène énormément de choses en plus. Vas-y, Kerr, donne ton avis et puis je réagirai juste ensuite. Avant de parler du chapitre 15 qui s'appelle The Believer, épisode 7 donc, de la saison 2, j'avais juste un truc à rajouter. Donc, dans un épisode où il y a destruction du Razor Crest et kidnapping de Grogu, il fallait un réalisateur, un brin méchant, un brin sadique. Et le réalisateur en question, c'est Robert Rodriguez. Donc, Planète Terror, Une nuit en enfer, un ami de Quentin Tarantino. Donc voilà, c'était logique. Dans son CV, c'est un copain. Vraiment, ça lui ferait plaisir. Dans son CV, il y a écrit pote de Tarantino. Le truc, c'est très proche de Tarantino. Oui, au début. Et le truc, c'est que, non, en fait, je savais qu'il avait réalisé un épisode de cette saison, au minimum un. Il avait parlé sur les réseaux sociaux, il y avait une petite vidéo sur le fait que « Oh, moi, vous savez, ils m'ont appelé à la dernière seconde et du coup, je suis venu pour les sauver parce que je suis vraiment un réalisateur de génie. » Et en fait, la réalisation de cet épisode est complètement quelconque. Enfin, les combats... Enfin, Robert Rodriguez, il est connu pour faire des combats, les Desperado, les trucs comme ça. Il a commencé, il a fait des films pour $10 000, complètement en débrouille, mais qui, en termes d'action, dépotaient énormément. Et je trouve que les scènes d'action, là... Je ne vois absolument pas en quoi elles sont mieux que d'autres épisodes. Enfin, les scènes d'action dans le chapitre 6, c'était celui où il rentrait dans un vaisseau prison. Je trouve qu'ils sont 1000 fois mieux que là, alors que c'est exactement le terrain du Desperado. On est dans la pampa mexicaine. Mais vraiment, je sais pas s'il avait un autre truc sur le feu, s'il était très occupé avec un repas avec du coup Tarantino, comme le sous-entend Kerr. Mais là, franchement, là où on a senti des pattes de réalisateurs ou des réalisateurs de talent qui se sont mis au service de l'histoire, là j'ai trouvé ça complètement quelconque, cette réalisation. Non, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Kerr? Parce que tu parles de Robert Rodriguez. Tu dis que c'est le génie du cinéma moderne. C'est à voir. Attends, il y a beaucoup de films de Robert Rodriguez que j'ai adoré. Mais oui, mais c'est un petit génie. Mais là, ça fait quand même longtemps qu'il a rien exprimé de génial. Ouais. Oui. Franchement, c'est même. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Les Spy Kids, etc. Enfin, bref. Donc, tout ça pour dire que vraiment, c'est vrai que tu fais bien de le noter. Là, c'était un pur name dropping complètement inutile. On m'aurait dit que c'était le réalisateur B. Enfin, franchement, en réalisation pure, je pense que c'est le moins bon de la série. Et c'est celui sur lequel ils ont fait venir le réalisateur qui est le plus anciennement installé. Enfin bref. Alors, l'épisode suivant, donc l'épisode Le Repenti, a été réalisé par Rick Famuyiwa. Pardon, je massacre son nom, j'en suis désolé, qui était un réalisateur déjà de la première saison. C'est le réalisateur qui avait fait le film Dop, notamment, qui était très réussi, et The Chi. Donc pareil, c'est un nom, hein, ils ont pas pris un no-name. Et c'est un épisode qui est centré gros fan sur de Star Wars. Notamment le personnage de Mayfield, qui est interprété par Bill Burr, qui a donc fait l'actualité au même moment où Bill Barr faisait également l'actualité, mais rien à voir entre les deux, puisque... Bill Burr et Bill Barr, c'est le ministre de la Justice de Trump qui vient de partir. Cet épisode, je l'ai trouvé vraiment sympathique. À noter que si je dis pas de bêtises, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais c'est le premier épisode de la série sans Grogu. Et j'étais assez inquiet de voir Mandalorian sans Grogu parce que on adore toutes les scènes de Grogu. Quand il dort sur la pierre dans l'épisode précédent, on est tous là en train de dire « Oh, il dort, c'est mignon !» Quand il voit le papillon, on est là « Oh, il voit un papillon, c'est mignon !» Mais là, on le voit pas. Ça se concentre sur autre chose. Et sur justement la repentance de Mayfield. Et j'ai trouvé l'épisode intéressant. T'en parleras davantage, toi, notamment dans le discours avec l'Empire.
il y a eu la scène avec les pirates, je la trouve vraiment, vraiment réussie. Ça fait penser bien sûr à Mad Max. euh, et un épisode qu'on dirait, qui n'est pas un épisode du tout de transition, parce que ça fait vraiment avancer l'intrigue. Il y a une mission, c'est juste savoir où se trouve le fameux Moff Gideon. Et ils y arrivent. Et il y a un truc que j'ai trouvé très réussi dans l'épisode, c'est Pedro Pascal, enfin Mando qui enlève son masque et où on découvre que en fait c'est la vipère de Game of Thrones. Donc là vraiment, c'est tous les univers sont reliés les uns entre eux, c'est extraordinaire. Non mais plus sérieusement, le fait de revoir Pedro Pascal est vraiment vraiment intéressant et surtout la symbolique, c'est-à-dire que lui il enlève jamais son masque, mais là pour sauver Grogu, il l'enlève son masque. J'ai trouvé que le personnage de Mayfield était très bon dans cet épisode, là où je l'avais trouvé plutôt moyen dans l'épisode de la prison. Enfin, plutôt moyen, on va dire plutôt anecdotique. Là, il est vraiment très bien, il est touchant, il est marrant, et ça fonctionne bien. Par contre, il y a un truc qui fonctionne pas dans cet épisode, et ils ont cassé le mythe. Mais vraiment, pour moi, ils l'ont cassé le mythe total. C'est Boba Fett. Boba Fett, ils lui ont refait son armure. Elle est hyper propre, mais là, il y a coup de polish dessus. Et en fait, ça faisait une trentaine d'années qu'on achetait des goodies Boba Fett. Alors, pas forcément toi. Moi, par exemple, j'avais une figurine de Boba Fett qui pivotait, que j'adorais, et que j'ai dû revendre sur une brocante comme un idiot, alors que j'aimerais bien qu'elle soit là, quelque part autour de moi aujourd'hui. Où, en fait, son armure, elle est toute sale et tout. Et là, elle est nickel chrome et tout. Et je trouve ça vraiment dommage. Et petite anecdote, il y a un truc que j'ai trouvé quand même plutôt vraiment stylé, c'est la bombe qu'utilise Boba Fett pour se débarrasser des vaisseaux impériaux. Et c'est un clin d'œil à la prélogie, puisque en fait son père, donc Jango Fett, utilisait la même chose quand il est poursuivi par Obi-Wan Kenobi. Voilà. T'en as pensé quoi toi de cet épisode? Excellent, 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 excellent. Un de mes préférés de tout Mandalorian. Et c'est pas peu dire parce que j'adore cette série. Mais Il fait partie de excellent, ton top 50 des meilleurs épisodes de Mandalorian il ou fait pas? partie du top 15 très facilement. Vraiment, il s'est glissé dans le top 15 en arrivant la semaine dernière. Et donc vraiment un épisode que j'apprécie énormément et je pense que c'est le genre d'épisode qui, quand les gens auront en études universitaires Star Wars, il y a des gens qui font médecine, des gens qui font comme ça mathématiques et d'autres dans Mais il y a l'avenir une qui académie feront de Jedi, en Disney vrai. spécialité Star Wars. Et bah oui, parce que si les grandes sociétés nous possèdent, faut bien que du coup, même l'éducation soit modifiée. Et donc en fait, je pense que ce sera un des épisodes les plus étudiés. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a vraiment deux parties. Il y a cette première partie avec Bill Burr, ils sont en train d'essayer d'arriver dans la base. La deuxième partie, ils sont dans la base. Vraiment, l'épisode est divisé de manière très distincte. Il y a du coup un vrai rythme. Et ce qui est marrant, c'est qu'en un peu plus de 30 minutes, 37 minutes ou un truc comme ça d'épisode, j'ai eu l'impression d'avoir vécu un film condensé. C'est-à-dire qu'il y a l'exposition, il dit il faut que j'aille le chercher, Bill Burr. Il le récupère donc pendant ses travaux forcés. Il y a un décor incroyable qui a été créé. Alors encore une fois, je ne vais pas revenir sur le volume, mais ça permet d'avoir vraiment un univers, cet univers carcéral qui est hyper intéressant. C'est super beau et tout avec les énormes droïdes ou en tout cas pachydermes de construction. Et donc en gros, le truc, c'est qu'il y a ce début qui est posé et on a vraiment le début de l'épisode qui est fait dans l'action. On a les pirates, on a cette scène qui est comique, on a vraiment et c'est un truc que je vois beaucoup dans cet épisode. Il y a énormément de moments de cet épisode qui, encore une fois, sont des clins d'œil à d'autres films d'époque qui ont eux-mêmes inspiré Lucas, ou carrément à des productions de Lucas et de Spielberg, vu que je parle là d'Indiana Jones, avec qui était fait en conjointement avec Spielberg et Lucas. Et en fait, là, très clairement, cette première scène, ils sont
sur j'ai oublié le nom de le petit train qui amène donc l'équivalent du plutonium du futur. Et donc quand ils sont sur ce vaisseau, c'est très concrètement Indiana Jones et je pense la dernière croisade. J'ai un doute sur le film où il est en train de taper... L'avant-dernière croisade. Ouais, c'est ça. Et il tape les nazis et puis il manque de tomber et à chaque fois les nazis arrivent les uns à la suite des autres, etc. C'est vraiment la même construction, on sent le clin d'œil, on sent vraiment qu'ils sont en train de refaire les mêmes choses. Il y a même Mandalorian et ils lui ont demandé de rejouer les mêmes scènes. Indy, souvent, il en prend plein la gueule et du coup, quand il se relève, il est toujours claqué, il se dit oh, putain, encore un autre. Et là, c'est vraiment ça, il y a même un moment, il remonte les mains, c'est un vrai gros clin d'œil à la manière dont Harrison Ford levait ses poings. Jon Favreau s'est déjà exprimé sur le fait que c'était des Harrison Ford à cette époque-là, c'est une de ses idoles du cinéma. Et là, vraiment, on sent qu'il est en train de se faire plaisir, en train de se créer de sa petite scène de référence par rapport à un Indiana Jones. Et du coup, on a ce début qui vit un peu tout seul. Oui, mais ça fait penser aussi à Mad Max, non? Tu trouves pas? Oui, parce que le look, mais oui, le fond et l'action, c'est clairement un Indiana Jones. Et donc vraiment, on a cette création sur le début d'épisode qui est super plaisant, qui est vraiment entertainment, qui est là juste pour qu'on s'éclate. Et puis au moment où il passe et d'un seul coup, c'est les TIE Fighters qui les sauvent. Il y a ce moment on est content que des TIE Fighters viennent d'arriver, on va rentrer dans quelque chose et c'est appuyé par la remarque du coup des personnages qui disent où est-ce qu'on en est pour qu'on soit content que des TIE Fighters nous sauvent. Et donc ils sont en train de créer cette gêne auprès des spectateurs pour rappeler que là c'est vraiment les bad guys. Et là il y a deux choses super intéressantes qui se passent à l'intérieur de ce bunker. C'est d'un côté cette relation avec l'Empire qui est extrêmement bien traité et qui en une scène est mieux traité que dans toute la suite 7, 8, 9 avec le First Order qui est là pour dire attention c'est notre dernier ordre mais on est le premier ordre et c'est vraiment 1000 fois mieux traité et on sent tout le nazisme qu'a voulu mettre Lucas dans l'Empire mais également toute la gestuelle, le look, les propos du totalitarisme. Et vraiment, on sent tout le poids de l'Empire comme on ne l'avait pas senti depuis 4, 5, 6. Et je trouve que c'est extrêmement réussi, et on va reparler en 2 secondes. Et puis après, il y a ce moment central où la série se redéfinit. C'est-à-dire que le Mandalorian, qui est donc un credo, qui est une conviction de foi, et en plus, on apprend qui est donc de ne jamais montrer son visage, et là, il montre son visage. Et alors... il montre son visage parce que lui, il est là pour sauver Grogu, en fait. C'est un moment où on a ce twist qui est fait, où c'est vraiment un père qui est là pour sauver son fils. Et donc, tout le reste peut aller brûler, tout le reste des convictions peut aller brûler. Et ce qui est exactement la discussion avec Bill Burr au début, et qui était un personnage qui était hyper... cliché du méchant un peu dans les Star Wars, dans l'épisode 6, et qui au final là se retrouve être un personnage qui a énormément de profondeur. Et il est là en train de parler du coup de ce problème de fond, de quand les gens, ce qui est important dans leur vie, c'est juste qu'ils réussissent à mener leur vie et qu'ils réussissent à dormir la nuit avec leurs démons. Et en fait, il y a ce choix que va porter le Mandalorian, et il décide de retirer son masque. Et là, la série, est-ce qu'elle s'appelle encore le Mandalorian? C'est un Mandalorian qui n'est plus un Mandalorian. Alors là, heureusement, Favreau avait déjà mis des pistes parce qu'il y a quelques épisodes, il nous avait montré des Mandalorians qui enlevaient leur masque. Et en fait, donc, on comprenait que Pedro Pascal interprétait, même sans le savoir, c'est Death Watch, donc ces Mandalorians complètement fanatiques qui, eux, ne retiraient même plus leur masque. Mais du coup, la série nous laisse avec ça. Est-ce que pour toi, c'est un Mandalorian? Est-ce que ça l'est plus? Et en fait, le fait de voir le visage de Pedro Pascal, j'aurais trouvé que ça aurait été tellement plus fort que c'est soit la première fois qu'on le voit
et pas dans la fin de la saison 1 quand il est blessé. Ça servait à rien de voir Pedro Pascal Ouais, je suis à ce d'accord avec moment-là. toi. Là, si S'il y vraiment avait à une ce utilité. moment-là, pour sauver son fils, il retire son masque, la série ça aurait été encore plus loin. Là, c'est vrai, Mais c'est il y avait vraiment une juste utilité dommage. quand même. Hein? Dans la saison 1, pour moi, l'utilité, c'était de montrer que c'était vraiment Pedro Pascal qui Ouais, jouait on Mando. s'en fout. C'est Non, ça, non, c'est le vraiment, Star pour moi, System c'est versus pour l'histoire. ça qu'ils l'ont fait. Mais oui, mais c'est hyper dommage. C'est vraiment, c'était juste pour montrer que c'était un acteur connu. C'est vraiment dommage. Et du coup, là, fondamentalement, en plus, il avait dit en teasing, vous ne le verrez jamais, etc., en début de promotion. Et donc, c'est dommage, mais bon, ça n'enlève rien au fait que ce moment, il est vraiment fort parce qu'on sent. Et encore une fois, tout le travail du jeu d'acteur de Mandalorian, c'est de ne pas bouger. Comme on ne voit pas les expressions de son visage, il joue dans l'immobilisme. Vraiment, c'est tout le jeu d'acteur de Pedro Pascal. C'est il ne doit jamais bouger pour que quand il bouge, ça montre tout est énormément d'importance. Et là, en fait, on le sent figé, il fait quelques mouvements et tout, et on sent au fur et à mesure de l'épisode qu'on lui retire des trucs. On lui retire son costume de Mandalorian pour avoir un costume de Troopers, et le costume de Troopers, on lui fait retirer son masque. Qu'est-ce qu'il pourra dire la prochaine fois qu'il verra la chef des Mandalorians Death Watch, la forgeronne, je sais pas si on met un E. Si, on met un E. On met un E, me dit spécialiste de l'époque médiévale à côté de moi. Et du coup, le truc, c'est que il pourra pas lui dire que c'est un Mandalorian. Parce que c'était clairement une question qu'elle lui avait posée. This is the way. Tu es un Mandalorian parce que tu n'as pas retiré ton masque. Et donc, vraiment, je trouve que ce moment est extrêmement bien réussi. Que l'épisode d'avant la tragédie, l'épisode 14, aurait pu penser qu'on était sur un peu plus d'entertainment, un peu plus léger. Et là, vraiment, je trouve que ça, c'est extrêmement bien mené. Et puis surtout, que la série ne le laisse pas vivre. Elle ne lui laisse pas le temps de remettre son masque et de se dire, bon, il y a une personne qui l'a vu et c'est pas grave. Là, elle lui met la honte d'être obligée de s'asseoir avec un mec de l'Empire, avec Bill Burr qui vient juste de lui dire que c'est que c'est des foutaises tout son discours sur ses croyances. Et donc, quand on est sur cette scène, j'espère que quand vous regardez cette vidéo, vous avez déjà regardé Mandalorian, sinon les spoils sont juste atroces. Et le truc, c'est que cette scène, elle est vraiment forte. C'est le moment de se poser la question. Et le fait que... c'est pour ça que ça me fait mal. Et le truc, c'est que le fait qu'il soit obligé d'être là face au personnage atroce que vient représenter... Alors, pour la blague, c'est donc Pedro Pascal qui avait joué donc dans Game of Thrones Colin Zucker. Et en face de lui, le méchant de l'Empire, c'est un des acteurs qui a joué donc le roi de la nuit de Game of Thrones. Donc, c'est pour ça que la boucle est vraiment bouclée. Et qu'est-ce qu'il est atroce, cet acteur. Il est vraiment, il sait faire ressentir le côté atroce. Et alors, pour revenir donc sur la partie donc Empire. En vrai, c'est un mec hyper sympa. Ah mais c'est un mec de ouf et c'est un copain de Tarantino. Alors du coup, c'est vraiment le meilleur. Et donc le truc, c'est qu'il y a que des copains de Tarantino. Du coup, donc pour revenir, là où c'est vraiment encore une fois ce travail de Favreau et Filoni, Favreau à l'histoire et Filoni à l'histoire, et là pour reboucler avec l'intégralité de l'histoire de Star Wars. Et donc dans les comics qui sont sortis et qui sont dans l'univers canon de Star Wars, il y avait donc l'Aftermatch, une série de comics qui traitait donc de la fin, l'après mort de Palpatine. Et donc dedans, il y avait dans les grandes lignes, à la mort de Palpatine, déclenché un ordre qui était du coup diffusé de droïde en droïde pour dire qu'il fallait déclencher l'opération Cinder, donc l'opération Cendre. Et le truc, c'est que le but était de juste que l'Empire... Alors le but était de détruire à la fois l'Empire et à la fois les rebelles, de continuer à instaurer la peur de ce qu'était l'Empire en faisant des génocides parcellaires de planète en planète. Et le but de Palpatine, c'était de revenir, donc de se cacher dans les terres known, de se planquer via ses expériences de clone, trouver un autre dans lequel il pouvait se réincarner et revenir avec une flotte encore plus forte, avec une population qui du coup n'avait plus de force militaire et de revenir pour créer donc le nouvel ordre.
Là, dans l'aftermatch, on voit que c'est pas vraiment le cas, que la République réussit à revenir, la Nouvelle République réussit à revenir tant bien que mal. Et le truc, c'est que tout ce que je viens de vous dire, c'est dans des comics. Et en fait, les gens qui n'ont vu que les films, peut-être ont découvert le début de Clone Wars parce que Disney Plus est arrivé et découvrent Mandalorian. Tout ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vu, mais c'est une question qu'on peut se poser légitimement. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Qu'est-ce qu'il y a eu après la chute de l'Empire? Est-ce que tous ces vaisseaux, tous ces Star Destroyers, qu'est-ce qui leur est arrivé? Et en fait, l'épisode n'est pas là pour nous expliquer la vie, mais il est là pour dire qu'on est dans un univers qui a sa timeline, sur lequel il y a eu des traumatismes, ces histoires, et il a bien fallu qu'il y ait des humains ou des personnages qui vivent ces traumatismes de l'après Palpatine. Et je trouve que j'ai une question, moi, oui. sur les comics que tu évoques. Est-ce que dans ces comics, il y a Marge Simpson? Parce que s'il n'y a pas Marge Simpson, ce sont des comics sans MS. À toi. Alors, je sais pas d'où ça sort. Et j'ai vraiment envie de dire, pendant tout le temps où je vais continuer à parler, laisse la double caméra pour qu'on puisse voir Kerr qui rit tout seul dans sa moustache. Mais je la trouve très drôle, cette blague. Et donc tout ça pour dire que la série, sans faire plus d'efforts que ça, elle réussit à remettre ce contexte et à rendre plus crédible l'univers de Star Wars. Et encore une fois, sans rien expliquer à tout le monde et en étant tellement mieux ficelé que tout ce que nous a proposé 7, 8, 9. Et du coup, je trouve ça vraiment réussi. Et alors, le truc, c'est que Bill Burr, donc il y a un comique extrêmement connu aux États-Unis, qui, pas de bol pour Mandalorian, est le deuxième acteur qui fait une énorme bad buzz et polémique juste avant dans Mandalorian. Mais bon, ça pas de chance pour eux. Et donc, Bill Burr, qui est un comique très connu, et qui, je trouve, joue extrêmement bien dans cet épisode. Et il a vraiment tellement d'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'il veut quand même essayer d'exploser la base, etc., pour pouvoir dormir la nuit, ça en fait un personnage qui est hyper intéressant. Et quand on regarde, quand le vaisseau de Boba Fett se pose, et qu'on voit la galerie des personnages, en fait, ils sont tous une vraie histoire. Il n'y a pas 40 personnages dans Mandalorian, donc ils ne pourraient pas mourir tous les uns à la suite des autres comme un Game of Thrones. Mais qu'est-ce qu'ils sont bien réussis chacun. Donc vraiment, une série qui m'enjaille, une série qui me fait dire que Star Wars, Disney l'a racheté, mais c'est un univers qui continue d'avoir son âme et ça fait vraiment plaisir de voir ça et du coup ça donne de l'espoir pour toutes les annonces qu'il y a sur Star Wars. Alors il y a une vidéo sur la chaîne qui est sortie sur les annonces Star Wars, mais vraiment quel plaisir de voir Mandalorian chaque semaine. C'est juste un oasis de bonheur, en tout cas pour moi. C'est vraiment quel plaisir, je vais me répéter, mais j'aime regarder chacun de ces épisodes parce que ça continue de raviver cette flamme et de me faire penser qu'il y a encore plus dans Star Wars et ça me donne envie de redécouvrir plus de choses. Les comics, je les avais pas découverts parce que je m'étais dit oh, c'est juste une production pour faire des productions pour pouvoir juste gagner un peu de blé sur des comics et au final on se rend compte que non, ils ont réussi à les connecter de manière intéressante. Bref, je pense que c'est très clairement le truc que je préfère regarder chaque semaine. Je suis un peu triste que la série arrive sur sa fin de saison. Donc voilà. Je te laisse le mot de la fin, mon cher Pierre. Bah, Disney, ils ont annoncé tellement de séries dont on va vous parler sur la chaîne. Mais il n'y a pas 40... On en parlera dans la vidéo, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas 40 Favreau et 40 Filoni, donc ça va être compliqué. Par contre... Et surtout, il n'y a pas 40 Mando et pas 40 Grogu. Oui, mais on en parlera dans c'est les créateurs de séries qui font c'est un truc qui m'inquiète. Alors, on vous dit à très bientôt sur la chaîne. Des bisous, prenez soin de vous. Et voilà.
Et bien, hein. ici, abonnez-vous et merci aux tipeurs parce que c'est eux qui permettent de financer ces temps dans la chaîne où il faut qu'il y ait plus de coûts de production avec Kerr et moi qui ne sommes pas toujours au même endroit, etc. et qui permettent de faire ça. Merci à vous. Et c'est très clairement, les vues YouTube nous obligeraient à ne pas parler de Mandalorian qui fait moins de vues. Et nous, on a hyper envie d'en parler. Et c'est grâce aux tipeurs, c'est grâce à vous, si vous avez été un tipeur, que c'est possible et qu'on peut parler des sujets qu'on veut, même s'il y a des coûts de production. Et ça, c'est la base d'une chaîne passion. Encore merci à vous. Des bisous, à très vite. Ciao, ciao. Ciao.